Bonjour, je suis donc Bruno Parmentier et nous allons parler de l'agriculture et de l'alimentation. Alors déjà, je vous pose une question qui paraît incongrue. Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Vous vous rendez compte que cette question est totalement incongrue en France en 2020? Évidemment, qu'on mange. On est français, on est en 2020. Est-ce que tout le monde va manger sur Terre aujourd'hui? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a 850 millions de personnes qui, ce soir, vont se coucher avec le mal au ventre parce qu'ils n'ont pas assez mangé. On va dire, comment je fais pour manger demain? Mais ce n'est pas fini du tout. Il y a 1 milliard de gens de plus qui, ce soir, vont se coucher avec quelque chose dans le ventre. Mais alors, eux, c'est un peu spécial. Ils ne mangent qu'une seule chose. Tous les jours, la même chose. Par exemple, que du maïs, ou que du riz, ou que du manioc. Donc, leur santé est gravement détériorée parce qu'il manque de vitamines, de protéines, etc. Voilà, on est déjà à presque 2 milliards. Il y a probablement un 3e milliard qui se dit « j'aimerais bien ne pas passer dans la classe A et la classe B ». Alors, j'ai dit que je ne parlerai pas du Covid parce que c'est quand même bien aussi de parler un peu d'autre chose. Enfin, en ce moment, cette situation, elle s'aggrave considérablement dans le monde. Et donc, vous savez, moi, j'étais un gars de la ville et puis en l'an 2000, j'étais prendre la direction d'une école d'agriculture à Angers. Mes amis m'ont dit « mais quelle drôle d'idée, une école d'agriculture, mais c'est ringard ». À Angers, il y a une école d'électronique, une école de commerce, ils auraient pensé que c'était bien. Moi, je leur ai dit « attendez, on est combien sur Terre, au fait ?» Aujourd'hui, on est quoi, 7,6 milliards. Pour la moitié des gens de la planète, manger, c'est le souci quotidien, celui qui t'empêche de vivre. C'est l'obsession quotidienne. Donc, excusez, c'est pas si ringard de faire de l'agriculture. Et puis alors, bien manger, allez, on continue à faire des enfants, etc. En 2050, au fait, en 2050, on sera combien sur Terre en 2050? 9 milliards, 10 milliards. Est-ce qu'on va y arriver? On n'en sait rien. Il faut reconnaître qu'à aujourd'hui, il y a une question quand même qui est relativement angoissante. On n'a aucune idée de comment on va bien pouvoir faire pour se nourrir à 10 milliards d'habitants dans 30 ans, alors que la planète se réchauffe. Donc, ça n'est pas si évident. Mais bon, nous, on est du bon côté du monde, on mange. On mange. Et donc, notre problème, il est d'abord de savoir si on va bien manger. Je vais vous le faire en 3 parties. D'abord, qu'est-ce que bien manger? Vous allez voir que la réponse à cette question, elle n'est pas du tout évidente. Parce que la réponse à manger suffisamment, oui, ça se le mesure en litres, en kilos, en calories, mais bien manger, vous allez voir, c'est très compliqué. Et puis, deuxième partie, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Alors, vous savez, tous les gens qui sont critiques sur la nourriture savent qui sont les méchants. Oh là là, les multinationales méchants, oh là là, l'agriculture industrielle méchant, oh là là. Bon, et moi je dis, attendez, d'accord, ok, on nous manipule, on fait tout ce qu'on veut, mais à la fin des fins, qui est-ce qui fait le menu? Qui est-ce qui décide de ce qu'il mange? Et donc, il y a quand même une chose qui concerne tout le monde, que vous soyez agriculteur ou pas, c'est-à-dire tous les consommateurs. Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. C'est particulièrement vrai sur notre agriculture. Et puis, du coup, on va essayer de conclure par parler un peu d'agriculture et pas seulement d'alimentation et de voir quelle est l'agriculture qui va être dans mon assiette. J'imagine que vous êtes d'accord, vous voulez tous bien manger. OK. D'accord. Voilà. Allons-y. Parce que avant, c'était simple. On voulait manger tout court. C'est pas par hasard si, depuis 2000 ans, dans notre religion majoritaire, on dit « donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est ce qu'il n'y avait pas, le pain. C'est quoi qu'il n'y avait pas le 14 juillet 1789, place de la Bastille? Du pain. Alors maintenant qu'on a du pain et tout le reste, on dit « non mais c'est pas tout ça, je veux bien manger ». Alors la première catégorie du bien manger, c'est bien manger pour soi. Alors d'abord, bien manger, comme je l'ai dit, pour la moitié de l'humanité, ça veut dire tout bêtement manger.
pour la moitié de l'humanité, bien manger, ça veut dire pouvoir manger demain. Alors en France, heureusement, on a à peu près résolu le problème. Je dis qu'à peu près parce que quand même, malgré tous les problèmes de protection sociale, etc., heureusement qu'il y a les restaurants du cœur, heureusement qu'il y a les banques alimentaires. Et puis, même si j'avais dit que je ne parlerais pas trop du Covid, en ce moment, quand même, il se trouve que la population qui fait la queue devant les banques alimentaires a doublé. Donc, ce n'est pas si évident finalement. Mais enfin bon, globalement, en France, on mange. Notre problème ensuite, c'est quand on mange au bout d'un moment, c'est le tour de taille. Alors, il y a un gigantesque problème d'obésité dans le monde. Alors, la France est encore la patrie du bien manger, on en a moins. Mais enfin, ça devient un problème considérable. Dans le monde maintenant, il y a probablement plus de gens obèses que de gens qui ont faim. Alors, vous allez dire en moyenne, ça va, mais enfin bon, la moyenne. Alors, en France, même en France, parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont faim, et malheureusement, nous avons nos obèses. Et donc, bien manger, c'est pas seulement manger, c'est ne pas trop manger. Et ça, c'est compliqué. On l'a tous vu depuis 2 mois et demi avec le Covid. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris de 3 à 4 kilos. Oui, quand on a moins d'activité, il faut réduire la quantité. Il ne faut pas prendre un apéro tous les soirs. Alors ensuite, évidemment, bien manger, c'est le goût, se régaler. Alors là, on est en France, la patrie du bien manger. C'est-à-dire, la gastronomie à un pays, ça s'appelle la France. Il n'y a que les Français pour avoir inventé le mot malbouffe. Du monde entier, on vit en France parce que c'est la meilleure bouffe du monde. Enfin, il y a un peu les Chinois, un peu les Italiens, mais bon, c'est à peu près tout, quoi, ou les Espagnols. Mais bon. Et donc, en France, on est des spécialistes de savoir comment bien manger, vraiment se faire plaisir, etc. Et puis alors, tout de suite, dans le bien manger, il y a l'envers du décor. Parce que depuis qu'on sait qu'on aura à manger demain, cette peur de ne pas manger a disparu et on l'a remplacée par 25 autres peurs. Alors maintenant, bien manger, c'est surtout ne pas se faire empoisonner. Et vraiment, cette peur, on va voir qu'elle est largement irrationnelle, mais il y a quand même des gens qui ont l'impression que qu'est-ce qu'ils font les paysans le matin au petit déjeuner, ils se creusent la tête en disant qu'est-ce que je pourrais faire pour les empoisonner aujourd'hui? Ils ont l'impression que c'est très dangereux de manger et qu'on va mourir dans d'atroces souffrances avec toutes les saloperies qu'ils mettent dans la nourriture. Bon, c'est vraiment une vue d'esprit, mais enfin, c'est vraiment une chose qui est ancrée dans la tête des gens. Maintenant qu'on sait qu'on va manger, on a peur de ce qu'on mange. Le dernier aspect, c'est que on veut vivre longtemps. Voilà. Oui, moi, je suis quand même dans la cible des gens risqués, hein, un homme de 71 ans. Mais bon, voilà, j'espère vous prouver pendant cette heure de conférence que je suis à peu près en bonne santé. En tous les cas, je suis en nettement meilleure santé que mon père, mon beau-père et mes 2 grands-pères au même âge. Et donc, on a envie de vivre longtemps en bonne santé. Et j'ai envie de pouvoir continuer à parler comme ça. Et quelques dizaines d'années et de mourir debout en excellente santé. Et donc, on voit que manger, c'est quand même compliqué. Mais ce n'est pas fini du tout. Parce que si on élargit notre regard, bien manger, c'est aussi pour la planète. Parce que, par exemple, vous savez que la planète se réchauffe, au fait. Vous le savez. Attendez, le problème du réchauffement de la planète, il est autrement grave que le problème du Covid. Alors, il est à long terme, etc. Enfin, il nous menace carrément. Alors que pour le moment, c'est dramatique. Il y a eu 300 000 morts du Covid. Mais enfin, à côté de ce qu'on risque avec le réchauffement climatique, c'est rien du tout. Or, une bonne partie du réchauffement climatique, c'est pas seulement dans les avions et les bagnoles, c'est aussi dans notre assiette. Dans notre assiette, il y a à peu près 1/3 des gaz à effet de serre. Et en plus de ça, le réchauffement de la planète menace directement notre assiette parce que ceux qui vont souffrir le plus du réchauffement de la planète, c'est quand même les paysans. C'est eux qui utilisent l'eau, le climat, etc. Alors, si on casse le joujou et que plus rien ne va, qu'il n'y a que des sécheresses, des inondations, des maladies, des épidémies, etc., ça va être très difficile. Donc, bien manger, je rajoute une couche,
c'est manger de telle façon qu'on réchauffe le moins possible la planète. Et puis quand même, manger bien à 10 milliards, c'est pas simple. Notre planète, elle est quand même limitée. On ne peut pas continuer indéfiniment à augmenter le nombre de gens. Je sais bien que M. Bolsonaro s'y emploie sans problème au Brésil, mais enfin bon, il faut se rendre compte que malgré tout notre côté irresponsable, on cultive moins de champs chaque année, parce qu'on gâche au moins autant de terre que... Et il se trouve que nos terres s'appauvrissent, il se trouve que la biodiversité s'appauvrit, et donc il y a un vrai problème d'équilibre des ressources pour pouvoir vivre à 10 milliards sur une planète qui est limitée. Et donc bien manger, c'est faire en sorte que les ressources que j'utilise pour manger aujourd'hui n'empêchent pas mes enfants de pouvoir manger. C'est manger durable. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Bien manger, c'est un truc pour faire société. Il se trouve que nous sommes un pays exportateur, etc. Nous mangeons trop, nous gâchons trop. Et puis de l'autre côté, comme on l'a vu, il y a plein de gens qui ont faim. Et donc, on ne peut pas ne pas aussi se poser cette question. Bien manger en France, c'est manger de telle manière qu'on n'aggrave pas les problèmes de la faim, par exemple en Afrique, par exemple au Bangladesh. Et donc, ça, c'est une autre réflexion planétaire. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a du chômage. Alors, ça baisse un peu, puis là, ça y est, ça va exploser. Bon, on a du mal à trouver des emplois en ville. Donc, finalement, recréer un peu d'emplois à la campagne et recréer un peu d'emplois dans le secteur alimentaire, c'est pas mal. Autrement dit, bien manger, c'est pas seulement choisir les macaronis au lieu des raviolis. C'est essayer de comprendre que notre acte d'achat, ce qu'on choisit de manger, ça engage l'ensemble de la planète. Il faut dire qu'avant, c'était mieux. Ah oui, l'alimentation, c'est le seul secteur où on est résolument ringard. Ah ben, c'était mieux avant. Ah ben, je vous rassure, hein, en 1950, nos grands-parents disaient « Oh là là, puisque c'était avant-guerre, c'était quand même mieux. » Et puis, entre les deux guerres, on disait « Oh là là, non, la nourriture au 19e siècle, c'était mieux, etc. » Enfin, les riches disaient ça, hein, les pauvres. Hein. Alors, de tout temps, on a l'impression que c'était mieux. D'ailleurs, la plupart des hommes mariés ont sorti un jour cette énormité à leur épouse, le gâteau au chocolat, il était meilleur chez maman. Alors, mesdames, si vous faites adresser cette réponse, vous avez la réponse. Hein, ben, t'as qu'à le faire, le gâteau au chocolat. Mais c'est vrai. Le meilleur gâteau au chocolat de toute ma vie, je l'ai eu pour mon 15e anniversaire. Oui, parce que les papilles gustatives, leur force et leur finesse augmentent pendant 20 ans, puis ensuite elles décroît. Alors, je ne parle pas de ceux qui fument. Ceux qui fument, de toute façon, ils ne sentent rien. Ce n'est pas la peine de leur faire un gâteau au chocolat. Mais enfin, les autres, voilà. Moi, forcément, le même gâteau au chocolat, je vais moins sentir le goût à 71 ans que quand il y avait 15 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de maximum qui était avant. Mais là, on en déduit, ben, l'agriculture, ça doit être un gars. Voilà. Mais attendez, personne ne veut se faire opérer dans un hôpital à l'ancienne, mais on veut manger à l'ancienne. Alors, c'est la nostalgie du temps où c'était les vraies valeurs à la cuisine, au jardin. Attendez, les enfants avaient vu pousser des radis. Les enfants avaient vu des animaux vivants. Aucun enfant ne pensait que les pommes de terre frites, ça se récoltait sur les arbres. Tous les enfants savaient que pour avoir du jambon, il fallait tuer le cochon. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est vrai que c'est largement fini, notamment dans les banlieues. Bon. Et puis, du coup, vous allez voir, si vous voulez acheter une recette de cuisine pour bien manger, tous les livres ont le mot grand-mère. Ah ben ça, la grand-mère, c'est la reine. C'est la reine. Alors maintenant, évidemment, avec Internet, on a transporté la grand-mère sur Internet, mais c'est toujours la grand-mère. Alors ensuite, au bout d'un moment, on a dit, on éduque les filles et tout ça.
Dans toutes les régions du monde, dans toutes les cultures du monde, on a fini par dire bien manger, c'est manger comme Dieu le veut. Ah oui, parce qu'il paraît que dans toutes les religions, Dieu veut nous dire comment on mange. Qu'est-ce qu'on mange le vendredi, qu'est-ce qu'on mange pendant le carême, qu'est-ce qu'on mange les veilles de fête, qu'est-ce qu'on mange le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'on mange, etc. C'était très important. D'ailleurs, finalement, en caricaturant, hein, le fond de commerce de tous les clercs, de toutes les religions, c'est de nous expliquer qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qu'on doit faire au lit. Voilà, c'est leur fond de commerce. Bon. Alors maintenant, c'est vrai qu'on est dans une civilisation occidentale où finalement, les clercs, dans une bonne partie des religions, en tous les cas chrétiennes, ne s'intéressent plus à ce qu'on mange. Non, non, vous mangez ce que vous voulez le vendredi, donc tout ça, etc. Ils s'intéressent toujours passionnément à ce qu'on fait au lit, mais ils ne s'intéressent pas du tout à ce qu'on mange. Mais du coup, ça a été une inquiétude terrible, que pendant des milliers d'années, on nous a raconté en chair, voilà ce qu'il faut manger le vendredi. Voilà ce qu'il ne faut pas manger, etc. Et donc, on a compris que la nourriture était sacrée. Alors, avec la révolution scientifique et la baisse de religion, on a dit, bah, finalement, c'est le médecin qui va nous dire qu'est-ce qui est bon à manger. Donc, les médecins sont partis, ça y est, ils nous ont expliqué les calories, les protéines, les lipides, etc., les éléments et tout. Oh là là, c'est beaucoup moins poétique que la religion, ça. Hein. Et puis, si je veux être irrévérencieux, les religions avaient inventé le service après-vente. Ben oui, lorsqu'il y avait une épidémie, on en trouvait une sorcière, on brûlait la sorcière et c'était reparti pour un tour. Bon, les médecins n'ont jamais fait ça. Et donc finalement, manger comme veut le médecin, c'était pas terrible. Voilà. Alors du coup, ben, on a rechangé. Alors on a dit, bon, ben, si c'est plus le curé, si c'est plus le médecin, alors ce qui est à la mode maintenant, c'est l'écolo bio. Et donc, au lieu de se dire, on va manger comme Dieu veut qu'on mange, ou alors on va manger comme la science veut qu'on mange, on a trouvé l'idée qu'on est copain avec la nature. On va manger comme le veut la mère nature. Alors moi, je suis un peu irrévérencieux. Déjà, je n'étais pas très sûr que Dieu ne voulait pas que je mange de la viande le vendredi. Mais alors, la mère nature, j'en sais rien, moi. Mais bon, je pose cette question, la nature nous veut-elle du bien, en fait? La nature, c'est quand même elle qui a inventé, par exemple, la manite phalloïde. Hein. La manite phalloïde, c'est pas terrible. Bon, si on résume, la majorité des plantes, c'est du poison. 95% des plantes ne sont pas comestibles. Alors, je ne suis pas sûr que la nature nous veuille tant de bien que ça. Mais bon, ça finit par rentrer dans notre esprit. Le végétal, surtout s'il est bio, c'est inoffensif, c'est la nature, c'est bon pour la santé. Et donc, si on mange ce que la nature veut que l'on mange, on ira au paradis des écolos. Bon. Enfin, on peut aussi dire que, alors oui, ben voilà, on a retransmis, si j'ose dire, nos catégories intellectuelles qu'on avait appris. Alors, le péché mortel, c'est l'OGM, le péché véniel, c'est le pesticide. Alors, si on mange sans pesticide, sans OGM, on ira au paradis des écolos. Ouais. Ah, moi, j'ai quand même envie de dire, les maladies naturelles sont tout ce qu'il y a de naturel. Ah, c'est quand même des maladies. Hein. Là, on vient de voir, hein, la nature, elle nous a inventé un petit Covid qui est moyen. Mais attendez, la dernière fois en Europe qu'on est vraiment mort après souper, ben, pas de bol, c'était des graines bio, produites en Égypte et mangées par les écolos allemands. 48 morts, 2000 blessés quand même. Hein. Elles avaient des maladies bien bio, mais des maladies bien bio qui nous envoyaient à patresse. Donc, c'est très compliqué de savoir comment est-ce qu'on doit manger. Bon, on veut bien manger. Allez, ça veut dire par exemple goûteux, simple, biologique, équitable, exotique, diététique, bien sûr, traçable, cachère, halal, local, traditionnel, issu du terroir,
local, moderne, équilibré, abordable, pratique, beau, varié, j'en passe chez les meilleurs. Bon, et donc, c'est vrai que, imaginez-vous que vous êtes agriculteur, vous dites, ah oui, tu veux tout ça, tu pourrais pas serrer un peu les demandes, parce que tout en même temps, c'est compliqué quand même. Ah mais attendez, c'est pas fini du tout. Ah non, c'est pas fini du tout. Non seulement on veut manger tout ça, mais on veut vivre longtemps. Tiens, ça c'est une question. Combien de fois est-ce qu'on mange dans une vie? Combien de repas faisons-nous dans une vie? Autrement dit, quand on met un bébé au monde, il faut prévoir combien de repas jusqu'à sa mort. Alors, je vous le fais très simple. On mange 3 fois par jour. Allez, j'élimine les goûters et les apéros. 3 fois par jour, 365 jours. Allez, il y a quelques grasses matinées où on sèche le petit déjeuner. C'est parti, 1000 repas par an. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans ce beau pays de France, l'espérance de vie était de 60 ans. Quand on mettait un bébé au monde, il fallait prévoir 60 000 repas. Ah oui, mais ce n'est pas du tout pareil aujourd'hui. Les filles qui sont nées en France aujourd'hui, la moitié seront centenaires. Les garçons qui sont nés en France aujourd'hui, la moitié vont dépasser les 95 ans. Autrement dit, quand on met une fille au monde aujourd'hui, il faut se dire, il faut prévoir 100 000 repas. 100 000 repas, c'est plus compliqué que 50 ou 60 000. On a vraiment besoin d'une agriculture qui soit performante. Et puis, il y a un deuxième inconvénient. Avez-vous remarqué, par exemple, qu'il y a des maladies qui arrivent au 70 millième repas, notamment les maladies issues des pesticides, on va dire. Alors, 70 000 shoots de pesticides, ça finit par passer sur le système. Mon dos, ma rate, ma circulation, mon cœur, etc., etc. Et donc, on dit, donnez-nous à manger. Mais je veux mourir à 100 ans, debout, en excellente santé. Arrêtez les shoots de pesticides. Autrement dit, ça devient beaucoup plus compliqué d'être agriculteur. Et puis, comme je l'ai dit, maintenant, on veut manger pour maigrir. Ce n'est pas tout à fait pareil que manger pour se nourrir. Et puis, alors, tous les sportifs, etc., veulent dépasser les limites. Alors, bien manger, c'est super compliqué. Et puis, surtout, il y a les peurs. Alors, les peurs, c'est compliqué, hein? Alors, essayons de raisonner. On a vraiment l'impression que manger tue. D'accord, manger tue, oui. Un petit feu quand même, hein? Attendez, plus personne ne meurt après souper. Plus personne. Vous savez combien il y a d'intoxications alimentaires en France? On estime à peu près 300. Mais ce n'est pas les multinationales, les 300 intoxications alimentaires. C'est la charcuterie que j'ai gardée dans mon frigidaire ou hors de frigidaire et que j'ai mangée en dehors de la date limite. Je veux dire, s'il y avait un seul mort en sortant d'un McDo après souper, mais vous vous rendez compte, la catastrophe industrielle. Donc, il n'y a plus de morts après souper. Et en plus de ça, la France est le pays de la nourriture sûre. Ah oui, ça c'est quand même quelque chose. On a beaucoup moins la diarrhée à Paris qu'à Berlin, et je ne parle pas de Prague. Voilà. Et donc, quels sont les vrais risques, finalement? Alors d'abord, il faut comprendre cette chose un peu étonnante. Plus la nourriture est bonne, plus il y a de scandales alimentaires. Autrement dit, plus ça va aller, comme la nourriture va être meilleure, les scandales alimentaires vont être de plus en plus fréquents. Alors, c'est curieux, hein? C'est pas intuitif. Mais il faut se rendre compte que la fréquence du scandale alimentaire ne mesure quasiment pas la malhonnêteté ou l'incompétence des acteurs de l'alimentation. En fait, la fréquence des scandales alimentaires, ça mesure l'efficacité de la police et la mobilisation des citoyens, l'exigence des citoyens, donc des journalistes et des politiques. Alors, petit exemple. Dans le temps, malheureusement, beaucoup de bébés mouraient. En 1900, c'était 14% des bébés qui à la naissance ou la première année. À ce moment-là, il y avait à peu près 700 000 naissances.
ça faisait 100 000 bébés morts par an. Autrement dit, en 1900, je suis peut-être un peu cynique, mais la mort d'un bébé ne faisait pas la première page des journaux. En 1950, on avait divisé par 3, c'était plus que important, mais c'était beaucoup trop. C'était de l'ordre de 50 000 bébés qui mouraient. Aujourd'hui, 0,3%, de l'ordre de 2000. Il y a à peu près 800 000 naissances, il y a à peu près 2000 bébés qui meurent. Et ils ne meurent pas d'intoxication alimentaire. Autrement dit, il n'y a plus de scandale pour empoisonner vraiment les bébés. Moyennant quoi, notre exigence a augmenté considérablement. Et vous avez vu il y a 3 ans que 30 bébés qui ont la diarrhée qui vont à l'hôpital, hein, eh ben, c'est un scandale national. Ça fait l'ouverture du 20h pendant 2 mois. Bon, grâce à Dieu, si j'ose dire, je ne sais pas s'il le méritait, mais enfin bon, Lactalis n'a tué aucun bébé. Ouf! Mais question scandale, ça y allait. Est-ce qu'il y aurait eu le même scandale pour des diarrhées de bébés en 1950 où il y avait 50 000 bébés qui mouraient ou en 1900 où il y avait des bébés qui mouraient? Évidemment que non. Et pareil, les intoxications alimentaires, ben, il n'y en a quasiment pas. Et donc, la grande majorité des scandales alimentaires actuellement, heureusement, ils ne tuent personne. Ah ben, la lasagne au cheval roumain n'a tué personne, l'œuf au vibronil n'a tué personne, et même le lait maternisé Lactalis n'a tué personne. Autrement dit, gardons notre sang-froid. Évidemment qu'il y a des scandales alimentaires. Il y a des scandales alimentaires parce qu'on est beaucoup plus exigeant, parce qu'on mange mieux. Mais il faut quand même se demander quelles sont les nourritures qui tuent. Alors, les nourritures qui tuent, il y en a 2. Seulement 2. Oui, parce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que les OGM tuent. Mais attendez, les OGM, c'est un phénomène massif. Hein. Il y a des centaines de milliers de personnes qui mangent du maïs OGM et du soja OGM tous les jours. Ça se saurait si le maïs OGM tuait. Et puis, il y a des milliards de gens qui mangent tous les jours du poulet et du cochon nourris avec du soja OGM. Bon. Alors, maintenant, du coup, je vais caricaturer, mais on voit des gens, la pipe au bec, qui vont arracher les cultures OGM au nom de la sécurité sanitaire et qui ensuite vont fêter ça au bistrot autour d'un apéro. Eh ben, moi, je dis, les 2 seuls produits alimentaires qui tuent, c'est l'alcool et le tabac. Bon, alors, ceci dit, il y a d'autres problèmes. Il y a les allergies, les intolérances. Ah ben, avec notre mode de vie aseptisé en ville où on ne fréquente jamais les animaux, etc., ben, c'est compliqué. Voilà. On est de plus en plus allergique et intolérant. Alors, l'obésité, ça devient un problème gigantesque au niveau mondial. Et puis, des maladies un peu compliquées issues à des expositions prolongées à des toxiques. Hein, voilà. Et puis, plein de maladies psychologiques. Alors, maintenant qu'on n'a plus peur d'avoir faim, il y a plein de gens qui sont anorexiques, boulimiques, orthorexiques, etc. Allez, allons-y rapidement. L'alcool continue à faire 49 000 morts en France chaque année. Cette année, l'alcool va tuer nettement plus que le Covid. Voilà. Alors, je vous ai mis une petite image en bas juste pour rappeler les dernières leçons. Il faut additionner tout ça. Hein. Il y a à peu près autant d'alcool dans un pastis, dans un verre de vin blanc, dans un verre de vin rouge, dans une bière et dans un cognac. Donc, il faut additionner tout ça. Et additionner, ce qui est à peu près bon pour la santé, c'est un verre par jour. Pas un verre de chaque, un verre par jour. Voilà. Bon, moyennant quoi, l'alcool, c'est quand même 13% des décès des hommes. En France, 5% des décès des femmes. Voilà. Et ça tue tôt. 40% des morts avaient moins de 65 ans. Et puis, l'autre produit qui tue vraiment beaucoup, c'est le tabac. Voilà. Le tabac, 79 000 morts. Ah ben le tabac, ça tue quand même beaucoup plus que l'OGM. Hein. Alors, allez, c'est pas de la nourriture, mais je ne résiste pas à dire 3 chiffres. Un fumeur sur 2 voit sa vie raccourcie. Un fumeur sur 2 voit sa vie raccourcie. En moyenne, les fumeurs vivent 9 ans de moins que les non-fumeurs. 9 ans de moins.
Alors, allez, un truc très pratique. Chaque cigarette vous raccourcit votre vie de 11 minutes. Quand on fume une cigarette, il faut se dire qu'elle vous raccourcit la vie de plus de temps qu'il ne faut pour la fumer. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc, les vrais produits agricoles qui tuent, c'est l'alcool et le tabac. Alors, le tabac, notamment, c'est impressionnant puisque le tabac a tué 100 millions de personnes au XXe siècle. Mais on n'a rien vu. Parce que maintenant, le tabac, tous les Chinois fument, tous les Indiens fument, les Brésiliens fument, etc. Les Indonésiens fument. Et on estime que le tabac va tuer 1 milliard de personnes au XXIe siècle. Voilà. Et puis, ce que je veux dire, c'est que le tabac, l'alcool et même l'obésité, c'est d'abord culturel, c'est d'abord le fruit d'une politique. Regardez, par exemple, aux États-Unis, ils ont déclaré la guerre au tabac. Mais alors vraiment, déclarer la guerre au tabac. Il faut être très courageux pour fumer aux États-Unis. Il n'y a plus que 14% de fumeurs. Mais bon, ils ont une bonne tolérance à l'obésité, on va dire. Hein. Pas de problème. 40% des adultes sont obèses, dont 50% des noirs. Ah oui, parce qu'on le verra, mais l'obésité, c'est une maladie des pauvres. Mais en France, c'est l'inverse. En France, l'obésité est mal vue. On n'a que 17% d'obèses dans la population, alors qu'il y en a 40% aux États-Unis. Enfin, ça frappe dès qu'on débarque à Chicago ou à New York. Hein. Mais en revanche, on a moins déclaré la guerre à la fumée. Et bien, on a 2 fois plus de fumeurs que les États-Unis. Autrement dit, c'est la société qui se fixe quel est le poison, quel est l'ennemi numéro 1, et on peut agir. On peut agir. Voilà. Alors, venons-en à l'obésité. L'obésité, ça, c'est vrai que c'est une vraie épidémie mondiale. Alors, c'est intentionnellement que j'emploie le mot épidémie, hein, parce que vous savez que si vous connaissez des gens obèses, votre risque d'être obèse est beaucoup plus fort. Attends, encore plus, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est obèse, votre risque augmente aussi. Hein. Alors, l'obésité a une patrie, les États-Unis, mais vous savez, dans la lutte entre les grandes puissances, à la fin des fins, c'est aussi les Chinois qui gagnent. Et donc, les Chinois se mettent dans la course et vous allez voir bientôt que oui, ce jeune homme-là, ça y est, c'est bien parti, c'est bien parti. Voilà. Alors, soyons clairs. En France, en Europe, dans les pays riches, l'obésité est une maladie des pauvres des pays riches. Et dans le tiers-monde, l'obésité est une maladie des riches des pays pauvres. L'obésité est une maladie des pauvres des pays riches, des pauvres, des chômeurs, des gens qui ont moins fait d'études. Et donc, par exemple, il y en a plus dans le nord-est que dans le sud-ouest. Voilà. Et puis, soyons clairs, le principal ami de l'obésité, c'est la télé. Hein. Manger une pizza ou des chips devant la télé, obésité assurée. Alors que tous les gens du sud-ouest vous diront, parce qu'ils le voient tous les jours, se faire un cassoulet arrosé de vin rouge avec les copains, ça n'a jamais fait grossir dans le sud-ouest. Donc, ça dépend de comment. C'est d'abord culturel. Alors, il y a aussi du génétique, mais c'est d'abord culturel. Et donc, il y a cette espèce d'évolution de l'humanité. Au début, on a faim, ensuite on mange, et ensuite on devient obèse. Et puis, vous voyez là, on passe de 85 à 90 à 95 et à l'an 2000. C'est vraiment une épidémie. Une épidémie. Alors, c'est à peu près la même chose en France. Hein. 80, 92, 2003. Voilà. L'obésité est une épidémie. Alors, on s'y connaît maintenant en épidémie avec le Covid, mais est-ce qu'on a envie, vraiment, de lutter contre cette maladie? Alors, allez, je passe ça, tant pis, je n'ai pas le temps. Alors, dernière chose pour bien manger. Alors ça, c'est aussi un truc de civilisation extraordinaire. Moins il y a de choses dans ce qu'on mange, meilleur c'est, et entre parenthèses, plus c'est cher. Et donc, la nourriture idéale, elle n'a pas de gluten, pas de lactose, pas de matière grasse, pas de fruits à coque, pas d'arachide, pas de sésame, pas d'œuf, pas d'avocat, pas de fraises, pas de kiwi, rien du tout. L'idéal, c'est la nourriture sans rien. Ah mais c'est celle-là qui coûte la plus cher, hein, ça doit être la meilleure. Mais, alors l'agro-industrie nous a 2 fois, parce que il nous faut payer de plus en plus cher la nourriture où il y a de moins en moins de choses dedans,
Et puis évidemment, il nous faut repayer une deuxième fois parce que du coup, il faut prendre plein de compléments alimentaires. Alors vu comme ça, on se dit, on vit une époque de cinglés. Il faut peut-être manger tranquillement un peu de tout, et notamment beaucoup de fruits et légumes, un peu de diversité. Mais cette obsession de dire je veux manger des trucs où il n'y a rien dedans et puis je rajoute des éléments derrière, c'est quand même une maladie de civilisation qui est un peu folle. Voilà. Alors ensuite, on a l'impression qu'on mange toujours pareil. Ce n'est pas vrai du tout. Sur ce tableau, vous avez la comparaison entre ce qu'on mangeait en 1950 et ce qu'on mange maintenant. En bleu, ce qu'on mangeait en 1950 et en violet, ce qu'on mange maintenant. Eh bien, on mange 3 fois moins de pain. On mange 5 fois moins de pommes de terre. On boit 3 fois moins de vin. On mange autant de sucre, on mange plus de fruits, nettement plus de viande et nettement plus de lait. Ça, c'est en 50 ans. Et donc, si je pose la question, ouais, mais d'accord, qu'est-ce qu'on mangera en 2050 ou en 2070? Qu'est-ce que mangeront nos petits-enfants quand ils auront notre âge? La seule réponse sûre, c'est pas pareil. Pas pareil. Autrement dit, c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va choisir de manger. Qu'est-ce qu'on va choisir de manger? Et là, je redis cette phrase qui est quand même très éclairante. Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Beaucoup de gens disent ouais, c'est bien de manger pas cher. C'est quand même bien de manger pas cher. Et donc, les supermarchés vous la font à mort. Hein. Vous vous rappelez les émeutes pour acheter du Nutella 2 fois moins cher. Alors qu'on sait que le Nutella, franchement, il n'y a pas grand-chose de bon dedans. Hein. Et puis, les offres hein, du genre 3 packs de 12 yaourts pour le prix de 2. Ah ouais, 3 packs de 12 yaourts, ça fait 36 yaourts. Alors, quand on est que 2 et que mon épouse ne mange pas de yaourts, qu'est-ce que on a une histoire de fou. Voilà. Bon, moyennant quoi? Ben, allons-y. Tiens, regardez ça, par exemple. Regardez, c'est belle cette publicité. Allez, voilà, 4 packs de plats avec viande, une lasagne, une boulette de viande pour le prix de 3. Ah bah, c'est bien ça. Voilà, non, des plats tout faits, tout préparés, à la viande, il n'y a plus qu'à réchauffer. Génial pour la mère de famille ou le père de famille qui arrive à rasser le jeudi soir, etc. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Ouais. Non, attendez. Un plat de viande, tout fait, avec de la viande, de la tomate, du fromage râpé, voilà, des céréales, travaillées, tout ça pour 1,50 €. Attendez, ça n'existe pas. Il y a forcément un truc. Ah ben oui. Vous vous rappelez, la lasagne, on a trouvé le truc. Ah ben oui, mais attendez, la lasagne à 1,50 €. Attends, il n'y a pas de mystère si on veut acheter ça. Ben, on achète le trader chypriote à coquiner avec un intermédiaire aux Pays-Bas qui rachète des vieilles carnes roumains parce que les Roumains s'achètent des tracteurs, ils ne savent plus quoi faire de leurs vieux chevaux, qui les amènent à Castelnaudary, qui graisse la patte du gars, qui dit oh, je retire l'étiquette cheval et je mets l'étiquette bœuf, pas vu, pas pris. Bon, ben, c'est vieux comme le monde, ça. Vous savez, le pâté cheval alouette, c'est vieux comme le monde. Hein. On a toujours mis des trucs qui coûtaient moins cher, pas vu, pas pris. Le problème, c'est que la science avance. Quand je dis qu'on mange mieux, c'est qu'avant, quand on mettait un pâté aux alouettes avec de la viande de cheval, si on ne vous voyait pas en train de débiter le cheval et le mettre dans la boîte de conserve, c'était fini. Ah ben maintenant, il y a une ONG qui achète un pack de lasagne dans un supermarché n'importe où en France, qui l'analyse, et puis ben, avec les analyses génétiques, on dit c'est marrant, c'est pas de la viande de bœuf, c'est de la viande de cheval. Qu'est-ce qui se passe? Et ils se font voler. Mais tant mieux. Et puis alors, c'est un vrai scandale parce que c'était du cheval. Oui, ça c'est pas de chance. Ça. Ah oui, c'est pas de chance. Hein. Ça aurait été du mouton, c'était pas grave. Mais le cheval, ah non, moi j'ai du cheval, ça se fait pas. Ça se fait plus. Ça aussi, notre culture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le cheval a changé de sexe. Le cheval a changé de sexe depuis ma jeunesse. Ah ben quand j'étais jeune, le cheval, c'était le macho, le warrior, c'était pour faire la guerre, pour faire les labours, c'était la force, c'était la souplesse, etc. Donc, ma mère, chaque fois que je passais un examen,
comme j'étais un homme en plus, je disais, on va passer au beefsteak de cheval, parce que le cheval, c'est plus fort que le bœuf, et puis ça saute les obstacles, et tu verras pour les examens. Je dois la vérité de dire que le beefsteak de cheval m'a pas nui pour les examens. Et puis le cheval a changé de sexe. Actuellement, 80% des chevaux, c'est des trucs à faire monter par les jeunes filles de 15 à 25 ans. Donc le cheval qui était le symbole du machisme, de la force, etc., maintenant c'est la douceur, maintenant c'est un ami. Le cheval, on lui parle, on le caresse, on le promène, il a son petit nom, etc. Et alors on dit même de manger du cheval, il ne faut pas exagérer. Le cheval, vous le voulez en ami ou en rôti? Ben, en ami, évidemment, surtout pas en rôti, donc ça a été un scandale, pas possible. Mais au départ, tout ça, ça vient du fait qu'on veut manger pas cher. Pardon. Alors voilà, je vous ai mis quelques photos. Si vous voulez manger de la viande pas chère, il faut savoir que c'est ça l'argent, la viande pas chère. Voilà, c'est un choix. Mais ça, on l'a hein, dans nos assiettes. On l'a dans l'assiette de nos gamins. Oui, parce que les syndicats de parents d'élèves, ils adorent s'occuper du menu à la cantine. Et les profs adorent que les parents d'élèves parlent du menu. Pendant ce temps-là, ils ne parlent pas d'autre chose. Bon. Et quand les parents d'élèves disent « je parle du menu à la cantine », ce qu'ils disent, c'est « je veux que la cantine soit le moins chère possible parce que c'est social ». Donc le ticket de cantine n'a cessé de baisser. Ça se voit d'ailleurs en ce moment que le ticket de cantine coûte pas cher parce qu'il y a plein de gens dont les enfants ne mangent plus à la cantine et puis ils n'ont plus assez d'argent pour les nourrir. Bon, mais avec ce ticket de cantine pas cher, on a découvert que 70% de la viande servie dans nos cantines, c'est ça. C'est de la viande importée. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On veut un ticket de cantine pas cher, et bien, voilà ce qu'on mange. Voilà, ça c'était manger pas cher. Alors maintenant, autre chose qu'on fait très souvent, vous avez vu, avec tout est en self-service maintenant, c'est fini. Avant, quand on achetait des fruits et des légumes, on disait mettez-moi 1 kilo de carottes, 1 livre de fraises, 3 livres de cerises, des framboises, des poireaux. Et on ne commençait pas à le choisir un par un. Hein. Ah ben maintenant, on regarde la pomme une par une. Non, plutôt celle-là. Et puis après la pomme, on est passé à la prune une par une. Maintenant, attendez, on en est à la cerise une par une. Ben, quand on trie les fruits un par un, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quel est le monde qu'on choisit? Ben, on est en train de dire, oui mais attention, je veux que le fruit soit impeccable. Je ne veux pas qu'une seule mouche ne soit jamais posée sur ma pomme. Eh bien, quand on trie ces fruits un par un, ben voilà ce qu'on demande. En triant nos fruits un par un, on a le monde qu'on veut, c'est-à-dire on a un monde avec plein de traitements chimiques pour que jamais une seule mouche se pose sur un seul fruit. Et il faut se rendre compte qu'on en est tellement exigeant avec des pommes superbes, etc. Pas de petits verres, pas de petits pets, pas de trucs. 36 traitements chimiques en moyenne dans la pomme, pas bio. Enfin, dans la pomme bio, il y a aussi du traitement bio. Enfin bon. Et donc, choisir ces fruits un par un, vouloir des fruits parfaits, c'est choisir les traitements chimiques. Alors maintenant, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire des traitements chimiques. Et il y a plein d'autres moyens. Les mésanges, les bancs de pièges, la confusion sexuelle, les insectes qui mangent, les petits insectes qui mangent la plante. Bon, pour les bananes, on les emballe derrière du plastique. Maintenant, pour les arbres, on les emballe aussi derrière un voile, etc., etc. Il y a plein d'autres manières. Elles coûtent toutes plus cher. Et il faut admettre un peu d'imperfection. Si l'on veut qu'il n'y ait jamais un pépin, une petite tache sur ma pomme, ça restera chimique. Alors maintenant, mangez beaucoup de viande. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont végétariens. Mais vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de végétariens. Hein. Il y a à peu près 3 milliards, je dis bien 3 milliards de gens qui sont trop pauvres pour acheter de la viande dans le monde. Ben, qu'est-ce qu'ils achètent? Ben, des végétaux. Ben, ça s'appelle comment? Végétarien. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que mange le beau-frère, la cousine et 3 milliards de gens. Ben, le végétarien mange des céréales qui donnent de l'énergie, qui tiennent au corps. Donc, le végétarien mange à peu près 200 kilos de céréales par an. Et puis, quand le végétarien devient carnivore, le végétarien continue
à manger des céréales, mais il mange aussi toutes les céréales qu'a mangé l'animal qui mange. Tiens, en fait, qu'est-ce qu'ils mangent les animaux? Le poulet, il mange exactement comme nous. C'est pas cuisiné pareil, mais c'est les mêmes ingrédients. Le poulet, il va manger du maïs, du blé, du soja, du colza. C'est comme nous. Sauf que quand le poulet mange son maïs et son soja, il engage beaucoup. Il fait des plumes, ça ne sert à rien. Il fait des os, ça ne sert à rien. Il fait des boyaux, il fait des pâtes, il fait la crête, le bec. C'est beaucoup. Et puis surtout, ce qu'on mange, c'est des animaux à sang chaud. L'animal à sang chaud, c'est un désastre, surtout l'hiver. Parce qu'il consacre une bonne partie de son maïs et son soja à se chauffer, on ne lui a rien demandé. Autrement, l'opération de transformation de végétaux en animal, c'est une très mauvaise opération du point de vue bilan. Bon, le poulet, c'est encore à peu près le meilleur. Il faut aller entre 3 et 4 kilos de végétaux pour faire 1 kilo de poulet. Pour le cochon, c'est entre 5 et 7 kilos de végétaux pour faire 1 kilo de cochon. Pour le bœuf, c'est entre 10 et 15 kilos. Allez, 12, 13 kilos de végétaux pour faire 1 kilo de bœuf. Et autrement dit, quand on passe de végétarien à carnivore, on augmente considérablement, mais je dis bien considérablement, sa ponction sur les planètes. Et donc, un végétarien, ça mange 200 kilos de céréales, un carnivore 800. Un carnivore consomme 4 fois plus de planètes qu'un végétarien. Or, des gens qui commencent à manger de la viande et à boire du lait, il y en a beaucoup. Alors, vous voyez, j'ai déjà dit, j'ai un âge canonique de 71 ans, j'ai un petit problème existentiel. Voilà. Je viens de terminer mon 6e bœuf. Je lève ma fourchette et mon couteau, je me dis, est-ce que j'attaque le 7e? Parce que je ne sais pas si vous avez réalisé. Mais un Français, dans sa vie, ça se siffle 7 bœufs. Un bœuf tous les 10 ans. Alors, je ne fais pas de fixette sur le bœuf, hein. Allez, allons-y pour la gastronomie française. Un Français mange dans sa vie 7 bœufs, 33 cochons, 9 chèvres, 1300 poulets, 60 lapins, 20 000 œufs, 32 000 litres de lait. Vous avez devant vous la gastronomie française. Je ne sais pas si vous l'aviez regardé comme ça, la gastronomie française. Enfin, elle fonctionne de la nature, hein. Le Français mange actuellement à peu près 90 kilos de laitage par an, 85 kilos de viande. C'est pas rien, hein. Il faut tout compter, hein. Le jambon, la rondelle de saucisson et la lasagne au cheval roumain, hein. Bon. Alors, il y a pire que nous, les Américains, 125 kilos de viande. Il y a pire que les Américains, les Argentins. Je ne sais pas si vous avez été en Argentine, mais alors là, ils aiment la viande, hein. Eux, c'est plutôt 170 kilos. Non. Le problème pour les équilibres du monde, c'est les Chinois. Les Chinois, quand j'étais jeune, du temps de Mao Tse-tung, vous vous rappelez, il y a une chanson qui disait combien ils étaient, 700 millions de Chinois, etc. À ce moment-là, ils mangeaient 14 kilos de viande. Maintenant, ils sont 1,3 milliard. La population a doublé. Et au lieu de 14 kilos de viande, ils en mangent 60 kilos, 4 fois plus. Autrement dit, en 30 ans, la Chine a multiplié par 8 sa consommation de viande. À votre avis, est-ce que ça se voit sur la ponction sur les ressources de la planète? Évidemment que oui. Et donc, tout le monde comprend que si tout le monde mange comme un Français, si par exemple, quand on sera 10 milliards, si tout le monde mange un Français, ça veut dire qu'il faudra élever 70 milliards de bœufs, 330 milliards de cochons, 13 000 milliards de poulets. Ouais. Même si on n'est pas spécialiste, je ne suis pas sûr que la Terre soit assez grande. Et donc, heureusement, tout le monde ne mange pas comme nous. Alors, je vais être très cynique. Heureusement qu'il y a des végétariens. Mais surtout qu'ils diraient ça, les Indiens, 6 kilos de viande. Et si j'ose dire, heureusement qu'il y a des pauvres. Les Africains, 6 kilos de viande. Si toute l'humanité mange comme un Français 90 kilos de viande, 90 kilos de lait, 85 kilos de viande, on n'y arrivera jamais. Et du coup, d'ailleurs, on voit qu'il y a une inflexion, parce que les Français, qui sont des êtres très cartésiens, se sont fixés au XXe siècle sur le millésime. Dans les années 30, on mangeait 30 kilos de viande, 30 kilos de lait.
Dans les années 50, 50 kilos de viande, 50 kilos de lait. Dans les années 80, 80 kilos de viande et 80 kilos de lait. Et au tournant du siècle, ça a été le summum pour l'élevage français, 100 kilos de viande et 100 kilos de lait. Alors, ben, qu'est-ce qu'il a fait l'élevage? Ben, on a agrandi les élevages. Hein. Ah ben, on est passé à un élevage professionnel. Vous savez. Quand j'étais enfant, mon père, qui était un grand commerçant, s'était lancé dans la poule pondeuse. Il y avait 4 poulaillers, 4 de 250 poules. J'avais l'impression que c'était gigantesque. Alors maintenant, ça fait rigoler. Un poulailler, c'est 25 000 poules. Bon. Et donc, ben, tout le monde s'est dit, ben, ça va continuer. Non, mais ça ne peut pas continuer. On ne va pas passer en 2100 à 200 kg de viande, puis en 2200 à 300 kg de viande, puis en 2400 à 500 kg de viande. Ah, attendez, toute courbe a son inflexion. Ben, l'inflexion, c'est en l'an 2000, chez nous. Ah, parce que maintenant qu'on mangeait de la viande, parce que l'ouvrier, par exemple, ben, il allait gagner son pain à la sueur de son front. Puis à la sortie de la guerre, il est allé à l'usine pour gagner son beefsteak. Puis une fois qu'il a le beefsteak, il a dit, j'y vais pour mettre du beurre dans les épinards. Et puis une fois qu'il a eu le pain, le beefsteak, le beurre, les épinards, les fruits, les légumes, etc., ah ben, ça commence à dire, ouais. Oh ben, si je veux manger comme le patron, beefsteak frites, alors maintenant les patrons modernes, ceux des GAFA, ils sont on ne sait plus quoi manger. Alors du coup, les 3 catégories de la population qui étaient contre la viande se réveillent. Il y en avait avant, ces gens-là, mais c'était inaudible. Quand l'ouvrier allait à l'usine pour gagner son beefsteak, il ne fallait pas lui parler de souffrance animale. Mais maintenant, voilà, il y a des gens qui disent « Oh là là, la souffrance animale, vous avez vu dans les abattoirs ?» Et puis alors, ces élevages industriels, non, c'est pas bien, la souffrance animale. Et puis, il y a les médecins qui disent « Non, mais manger trop, c'est pas bon pour la santé. Il ne faut pas manger trop, surtout trop de produits riches, donc il faut baisser. » Et puis, il y a les écolos qui disent « Oh là là, les vaches, ça pète et ça rote, ça réchauffe la planète. Et puis, ça augmente, comme j'ai dit, ça ponctionne tant de ressources. » Alors, au bout d'un moment, on finit par les écouter, et puis c'est moins à la mode, et on a commencé à baisser. Voilà, on a commencé à baisser, et on est passé de 100 à 85 kilos de viande et de 100 à 80 kilos de lait. Puis, entre parenthèses, pendant le Covid, tac, on a rebaissé un petit coup. Je ne suis pas sûr que ça remonte. Mais ça finira comment, en fait? Ben, ça va continuer à baisser, forcément. À mon humble avis, ça finira à aller entre 50 et 60 kilos de viande et 50 ou 60 kilos de lait. Mais c'est déjà pas mal. Autrement dit, la crise de l'élevage dans nos pays, elle est majeure. Il faut entièrement passer d'une économie qui est tournée vers la quantité à une économie tournée vers la qualité. Notez que c'est possible, hein, qu'il y a une profession qui a réussi ce coup-là. C'est la viticulture. Vous savez, quand on voulait vraiment manger du beefsteak, puisqu'on n'en mangeait pas beaucoup, qu'est-ce qu'on mangeait à ce moment-là? En France, on mangeait du pain, des patates et du vin. Ah ben, grand-père, ça y allait sur le litron, hein. À ce moment-là, dans les années 50, c'était 140 litres de vin par tête de pipe et par an, bonne sœur écurée comprise. Bien. Et puis, c'est devenu moins à la mode. Et maintenant, vous savez combien on boit de vin? 40 litres. On est passé de 140 litres à 40 litres. Et vous savez, la magie du truc, le chiffre d'affaires de la viticulture est plus fort à 40 litres de vin qu'à 140 litres. Parce qu'ils ont dit, ah, t'en veux moins de vin, ben, ce sera que du bon, que du cher. Voilà. Ben, ça va être la même chose pour la viande. Mais manger beaucoup de viande, il faut prendre conscience que c'est s'arroger une part de la planète trop importante par rapport à ce qu'on représente dans l'humanité. Alors, autre idée, manger du légume de contre-saison. Ah, c'est vrai que manger des cerises sur le gâteau à Noël, c'est classe, hein, etc., etc. Bon, bah oui, et le gaz à effet de serre? Ah ben, le gaz à effet de serre, c'est pas rien. Bon. Alors là, il faut se rendre compte qu'il y a transport et transport. Il y a le transport par bateau, il y a le transport par avion. Soyons clairs, le transport par bateau, c'est très peu de gaz à effet de serre. Un produit qui arrive en France par bateau, sa ponction de gaz à effet de serre, ce n'est pas d'avoir traversé un océan en bateau, c'est les conditions de production. Tiens, par exemple,
Nous sommes au mois de mai. Ah, j'ai le regret de dire aux producteurs de pommes, je ne vais pas me faire apprécier là. Au mois de mai, en France, la pomme du Chili, elle est moins chargée en gaz à effet de serre que la pomme d'Anjou. Oui, parce que la pomme française au mois de mai, elle a été récoltée au mois de septembre. Ça fait 8 mois qu'elle est dans un frigidaire. Ah ben ça, c'est du gaz à effet de serre. Alors que la pomme du Chili qui arrive au mois de mai, elle a été récoltée en avril. Elle a pris le bateau c'est rien du tout. Le gaz à effet de serre de la pomme chilienne, c'est pour aller du Havre à Rungis et du Rungis à Angers. Et donc, il faut distinguer. Manger des bananes tropicales qui arrivent par bateau, ce n'est pas beaucoup de gaz à effet de serre. En revanche, dès qu'un fruit ou légume prend l'avion, c'est de la folie. Ben, c'est de la folie, concrètement. Un légume frais, de saison, local, c'est 20 fois moins de gaz à effet de serre qu'un légume ou un fruit arrivé par avion. Donc, on peut peut-être réfléchir quand même à ce qu'on achète aux saisons, à pourquoi on mange ça à telle ou telle saison. Et alors, la viande, n'en parlons pas, parce que la viande, c'est encore du concentré. Voilà. Alors, quand vous mangez un sauté de veau aux petits légumes, le veau, c'est 90 fois plus de gaz à effet de serre que les petits légumes. Alors, c'est un choix dans la vie. Par exemple, vous aimez le bœuf carotte. Ah ben, vous êtes français si vous aimez le bœuf carotte. Ben, je ne vous dis pas juste arrêtons le bœuf carotte. Non, on est français, on a le droit au bœuf carotte. Non, il faut juste faire un petit changement. Il faut passer du bœuf carotte à la carotte au bœuf. 2 fois moins de bœuf, 2 fois plus de carottes, un peu de champignons, un peu de ce que vous voulez, etc. Et bien 4 fois moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est vrai qu'on peut réfléchir à savoir combien de gaz à effet de serre dans mon aliment. Quand on voit qu'un yaourt aux fruits, si on cumule tous les ingrédients du yaourt aux fruits, 9000 km, est-ce bien raisonnable? Voilà. Bon, ça c'est une photo que j'ai prise par exemple. C'est des rosiers en Chine. Ah ben c'est des rosiers en Chine, ben, comme vous voyez, la petite ingénieure qui est là, elle se gagne 100 € par mois. C'est rentable de faire des rosiers en Chine. Alors on fait des rosiers en Chine juste près de l'aéroport. Et puis, il y a la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin est vachement important pour les rosiers en Chine. On coupe les rosiers prennent l'avion, vont à Amsterdam, ils sont vendus à Amsterdam. Ensuite, ils prennent le camion d'Amsterdam à Rungis, et puis ils reprennent le camion de Rungis à Romorantin ou à Carpentras, et j'offre à ma fiancée des roses à la Saint-Valentin. Bon, attendez, mesdames, mesdemoiselles, si vous faites offrir des roses à la Saint-Valentin, vous les renvoyez à la figure de votre amoureux en disant « Elle pue le kérosène, tes roses ». Offrir des roses à la Saint-Valentin, c'est une insulte à la planète. Et donc, il faut quand même commencer à se dire « Mangeons des produits de saison locaux ». Voilà. Bon, je passe. Parce que je veux quand même vous parler. Ah oui, ça fait déjà 1 heure, mais bon. Allez, on se donne 5 à 10 minutes de plus. Bon, le gaspillage. Le gaspillage. Allez. Est-ce que vous avez entendu ce chiffre qu'on gâche 20 à 30% de la nourriture dans le monde? C'est énorme. C'est énorme. 20 à 30%. Là, vous avez 2 types de gaspillage. Alors, il y a le gaspillage du Sud et le gaspillage du Nord. Le gaspillage du Sud, ben, on est très partageux. Par exemple, allez, le paysan africain, il récolte son grain et puis ben, il fait tout de suite le partage. Il dit, ben, ça, je vais le donner pour les rats, ça, je le donne pour les moisissures, ça, je le donne pour le vent, ça, je le donne pour les voleurs, et puis je me garde ça. Ben, c'est pas beaucoup. Ben, pourquoi tu crois que tu as faim? Attendez, il y a quand même un truc en Afrique. Ça fait 70 ans qu'on a décolonisé et qu'on dit on va aider les pays africains. Et moi, je dis, mais en fait, où sont les silos? Ah ben, c'est ça qu'il n'y a pas. Attendez, voilà des gens qui ont du mal à se nourrir. On ne les aide pas à garder le peu de nourriture. Mais c'est une histoire de fou. Enfin, je vous rassure, d'ailleurs, s'il y avait des silos, il n'y a pas de camions. S'il y avait des silos des camions, il n'y a pas de route. Et c'est encore pire, s'il y avait des silos des camions et des routes, avez-vous remarqué qu'au centre de l'Afrique, maintenant, il n'y a plus que des pirates. Donc, il n'y a absolument aucune chance que le rab de nourriture du Sénégal arrive au Kenya. Et moi, je dis de temps en temps, quand je vois un politicien, on veut les aider.
ne peut pas les aider à conserver un peu leur récolte? Enfin, moi, je suis très utopiste. Alors, en France, nous avons nos silos. Nous avons nos tanks à l'air réfrigérés, énergie nucléaire, tout va bien, mais nous sommes un pays moderne, nous gâchons moderne, sophistiqué. Voilà. Alors, les champions du gâchis, c'est les Américains. Ça, c'est une belle photo. Ça, c'est ce que jette une famille américaine de 2 enfants, donc de 4 personnes tous les mois. C'est pas ce qu'ils mangent, c'est l'équivalent de ce qu'ils jettent. Hein, donc ça, on peut dire, les Américains, top. Hein. Alors, on estime que on jette à peu près 1,3 milliard de tonnes d'aliments. Rappelez, il y a à peu près 800 millions de gens qui ont faim dans le monde. On ne peut pas parier les 2 chiffres. Voilà. Alors, regardons en France. Je ne sais pas si vous avez réalisé qu'on introduit 1 tonne par an dans sa bouche. 1 tonne par an. Voilà. 600 kilos de liquide, presque 2 litres par jour, et 400 kilos de solide, un peu plus d'1 kilo. Quand les Nations Unies nous disent on gâche le tiers de la nourriture, ben, ça veut dire que si on mange 400 kilos, on en a produit 600 et on en a jeté 200. Oui, mais ne négligeons pas le fait que dans les pays riches, on gâche un peu plus que dans les pays pauvres. Donc moi, j'estime que chaque Français jette 240 kilos de nourriture. Alors, vous allez dire, non, pas moi. Non, 240 kilos, ah non, pas moi, il ne faut pas exagérer. Hein? Ben si, ben, bien sûr, chaque Français gâche 240 kilos de nourriture. C'est-à-dire, le gâchis, c'est un phénomène global. Alors, il y a déjà le gâchis au départ. Le gâchis dans les champs. Attendez. Tiens, par exemple, la carotte, voyant petit soldat, fait son trou. La carotte fait son trou. De temps en temps, une carotte rencontre un caillou. Elle est tordue. Est-ce que vous avez vu des carottes tordues dans les rayons du supermarché Auchan, par exemple? Ben non, monsieur Auchan a dit, la carotte tordue reste au champ. Il n'y a pas de carotte tordue dans les supermarchés. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de carotte tordue? Bien sûr que si. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de melon fondu? Bien sûr que si. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de pêche carotte? Bien sûr que si. Ben, tout ça, c'est terminé. Ça ne rentre même pas dans les statistiques, puisque ça ne sort pas du champ. Mais c'est des quantités astronomiques. Alors la pêche, c'est encore pire la pêche. Alors, vous avez vu maintenant, les chalutiers, ils ramassent tout. Hein. Ils ramassent tout, ils traînent jusqu'au fond de la mer et tout, et puis ils font le tri avant de revenir en port. Ils disent ça c'est trop gros, ça c'est trop petit, ça c'est hors quota, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ça, le cours vient de s'effondrer, et on estime qu'il y a entre 30 et 50% de ce qui est dans les filets qui n'arrive même pas au port. Eh bien, allons-y, hein, tout ça, allez, je vous fais un compte rond, 80 kilos. Regardez, même dans les bio, ça c'est un beau tas de courgettes bio, jaunes, qui étaient refusées parce qu'elles avaient des petites taches vertes. C'est invendable. On vit une époque formidable. Alors ça, c'est le premier tiers. Puis le deuxième tiers, c'est dans l'industrie et le commerce. Le transport, etc., les grandes surfaces et tout. Bon, ce deuxième tiers, il sert quand même un peu à quelque chose. Hein, on s'en est aperçu. S'en est aperçu pendant le Covid. Parce que les restaurants du cœur et autres secours populaires, secours catholiques, banques alimentaires, etc., hein, ils ont doublé leurs clients. Et le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à s'approvisionner. Parce que tout ce système de banque alimentaire, une bonne partie, il vient du recyclage de ce gâchis industriel. Et notamment, quand il n'y a plus de restaurants, il y a moins de grossistes, etc., mais il y a moins de gâchis, donc il y a un vrai problème. Allez, 80 kilos. Et puis 40 kilos au restaurant, parce qu'on ne resserre jamais ce qui est en trop, et 40 kilos chez nous. Autrement dit, des marges de productivité, il y en a. Je rappelle qu'on jette 1,3 milliard de tonnes de nourriture, il y a 800 millions de gens qui ont faim. Et puis le dernier point, on aura moins de temps de faire de l'agriculture, on fera une autre conférence éventuellement. Alors la publicité s'est engouffrée à mort dans la nourriture. Alors, soyons clairs, un produit sans sucre est bourré de matière grasse, un produit sans matière grasse est bourré de sucre ou de sel. Parce qu'on a inventé que 3 trucs qui donnent du goût, le sucre, le sel et la matière grasse. Donc, dès qu'on mange allégé, c'est louche. C'est louche, c'est louche. Voilà. Et en plus, les aliments allégés, bien vendus par la publicité, disent bon, c'est pas grave, comme c'est allégé, j'en mange beaucoup plus. Et du coup, on fait des régimes avec des aliments allégés, entre parenthèses, vous le savez, tous les régimes font grossir. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui est caché. Regardez cette belle photo. Ça, c'est la quantité de morceaux de sucre que vous avez dans votre Coca-Cola. Ben, c'est bien. Les gâteaux apéritifs sont bourrés de sel. Ben, c'est normal. C'est les mêmes qui vendent les gâteaux apéritifs et l'apéritif. Ben, comme il y a plein de sel, on aura soif, on mangera plus d'apéritifs.
Mais un verre de vin, c'est autant de calories que 5 kilos de sucre. Une bière ou un whisky, c'est l'équivalent de 7 petits beurres. Un verre de jus d'orange sans sucre acheté, c'est exactement comme un verre de soda, etc., etc. Et donc, la publicité vous la peint très vertueuse, et en fait, il faut regarder ce qu'il y a. Alors, tiens, par exemple, je mange ça. Ce matin, j'ai mangé ça au petit déjeuner. Bon, j'ai rien contre, hein. Alors, vous savez, il y a des trucs tout petits, là, illisibles, on ne peut pas les voir, tout petits, tout petits. Allez, on va se les agrandir. Alors, il y a déjà une première arnaque qui disent quantité par portion de 30 grammes. Alors, je ne sais pas si vous avez des adolescents. Enfin, l'ado, il ne mange pas 30 grammes de céréales. Hein? Et donc, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup. Mais 30 grammes, c'est la portion d'un enfant de 5 ans. Ce n'est pas d'un ado de 15 ans ou de 16 ans. Il en mange 100 grammes. Eh bien, quand l'ado mange 100 grammes de cette céréale qu'on lui a choisi parce que c'est super, la pub a dit celle-là, elle est saine, etc., ben c'est quand même l'équivalent de 3 morceaux de sucre, plus les matières grasses qui est dans le lait. Donc, on a du mal à comprendre ce qu'on mange. Et là, il y a un enjeu démocratique énorme. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, les citoyens, à imposer d'avoir une vraie information claire sur ce qu'il y a dans nos aliments? Et cette vraie information claire, elle a un nom, elle s'appelle Nutri-Score. Voilà, tout le reste, grosso modo, c'est de l'esbrouf. Et donc, ça, c'est le principe de la moyenne au bac que les Français connaissent bien. Hein? Chaque fois qu'il y a des trucs qui sont mauvais, qui font grossir, qui ne sont pas bons pour la santé, des points en moins. Puis chaque fois qu'il y a des trucs qui sont plutôt bons, des points en plus. Et puis on fait une moyenne et puis on dit A, B, C, D ou E. Et puis c'est très intéressant de pouvoir comparer 25 céréales du petit déjeuner, voir que tout ça c'est de la céréale du petit déjeuner, mais il y en a des A, des B, des C, des D, des E. Ou bien de choisir entre plusieurs aliments en disant, oui, est-ce que je mange plutôt des raviolis ou plutôt de la ratatouille, voilà. Et puis, on a beaucoup de mal à l'imposer. Les gouvernements, quelque part, sont un peu trouillards. Eh bien, il y a des petits jeunes qui ont accéléré les trucs. Alors, notamment le site Yuka, il y a quand même, je crois, 15 millions de chargements en France. Hein. Ça vous permet, avec le téléphone portable, hein, de scanner tout de suite le truc et de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est quand même pas mal. Et du coup, cette petite start-up Yuka est arrivée à faire ce que les citoyens organisés n'arrivaient pas à faire reculer les grandes multinationales qui disent non, maintenant je vais revoir la composition de mes aliments pour avoir au moins la moyenne à Yuka. C'est génial d'avoir au moins la moyenne à Yuka. Et donc finalement, bien manger, c'est commencer à exiger que sur les plats préparés, on ait cette information claire et non pas le truc écrit tout petit auquel on ne comprend rien. Voilà. Et donc, en définitive, bien manger, c'est déjà jamais manger devant la télé. Manger tranquillement, sereinement, en mâchant, en regardant ce qu'on mange. Il y a un truc quand même, par exemple, moi je suis un agité, vous m'avez compris, je m'oblige au milieu du plat de résistance à reposer ma fourchette et mon couteau, à respirer un grand coup. Ouais, voilà, bien manger, c'est déjà ça, ça ne coûte rien. Alors ensuite, dans le temps de Covid, c'est compliqué. Hein? Ne jamais manger seul. Manger seul, c'est destroy. On mange mal quand on mange seul, on mange n'importe quoi, on mange mal, etc. Bon, alors, il est temps de retrouver un peu de convivialité. Et moi, les gens de mon âge, je dis, vous êtes veuf ou veuf, c'est le moment de faire des copains. Des copains, voilà. Ensuite, les plats qu'on aime avec les recettes de nos grands-mères. Non mais attendez, on a gagné des bœufs, des guerres, nous, avec la côte de veau normande ou avec le bœuf carotte. C'est pas si mal pour notre constitution. Et d'ailleurs, quand on voit tous ces grands plats emblématiques, souvent des grandes civilisations, celles qui restent parce qu'elles ont gagné de la guerre, c'est des mélanges de céréales et de légumineuses, c'est plutôt bon pour la santé. Donc, c'est bien de manger des sushis, mais nous, nos grands-parents ne mangeaient pas des sushis. C'est bien de manger du couscous, mais etc. Bon, on est français, mangeons aussi souvent des plats français qui ont tenu des siècles, c'est qui ne devaient pas être si mauvais. Alors ensuite, moins de sel, moins de sucre, moins de matière grasse, moins de viande, moins de lait. Alors quoi plus au fait? Ah ben attendez, plus de fruits et de légumes, locaux, de saison, plus de céréales, plus de légumineuses, c'est-à-dire plus de protéines végétales,
Ah ben, il n'y a pas que les protéines animales dans la vie. Bonjour les faillots, bonjour les lentilles, bonjour, etc. Et puis, en quantité juste suffisante, sans trop gâcher. Et puis, ben, une fois qu'on a fait ça, bio, local, équitable, sans en faire une religion. Mais bio, local, équitable, ça ne sert à rien s'il n'y a pas tout ce qu'il y a avant. Voilà, alors, comme toujours, j'ai dépassé, excusez-moi, je suis 1h15. On va passer à la dernière diapo. Voilà. Petite question à se poser quand on fait des courses. Quelle quantité j'achète pour ne pas gâcher? Arrêtez de faire les promotions, etc. Combien de gaz à effet de serre dans l'aliment que j'achète? Combien de kilomètres a été franchi depuis le champ? Et puis alors, une chose, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, mais est-ce que les champs sont marrons 6 mois par an? Est-ce que les champs sont couverts 12 mois sur 12? Ah ben le champ marron, c'est une hérésie. C'est-à-dire, on ne capte pas le soleil, etc. Il faut absolument couvrir le champ en permanence. Est-ce qu'il y a des haies? Est-ce qu'il y a des arbres dans ces champs? S'il n'y a pas d'arbres, ce n'est pas bon pour la planète. Est-ce qu'il y a des mélanges de cultures qui s'aident à pousser? Parce que si c'est la monoculture, c'est forcément plein de produits chimiques. Est-ce qu'il reste des résidus de pesticides? Comment sont élevés les animaux? Est-ce que c'est cruel ou moins cruel, etc. Ils seront forcément exécutés. Mais enfin, avant, comment ça se passe? La pêche est-elle durable? Est-ce que c'est des poissons? Est-ce qu'on prend le dernier poisson de la mer ou est-ce qu'on en laisse un peu? Et puis, quel Nutri-Score? Donc, tout ça, c'est bien mangé. Voilà. C'est une affaire qui est compliquée. C'est toujours trop court, toutes les conférences, encore plus. Merci de m'avoir suivi. Désolé d'avoir été trop long. Alors, on peut aller plus loin. Je ne m'appelle pas sur Internet, je ne m'appelle pas Bruno Parmentier, je m'appelle Doré Manger. Alors, j'ai un blog avec plus de 300 textes, dorémanger.com. J'ai maintenant une chaîne YouTube, etc. Bienvenue. Ce changement dans les années 2000 n'est-il pas dû au fait que l'on s'est un peu rendu compte que manger de la viande et du lait tous les jours est une aberration? Et alors que les puissants lobbies ont perdu un peu de leur domination? Oui. Oui, quand j'ai dit les détracteurs de manger trop de viande et trop de lait, c'est-à-dire ceux qui aiment bien les animaux, qui trouvent que l'élevage et l'abattage est cruel. Ensuite, ceux qui aiment bien l'équilibre alimentaire et qui disent qu'il ne faut pas manger trop des nourritures riches. Et ceux qui aiment bien la planète en disant il ne faut pas manger trop de concentré parce que ça concentre trop de ressources de la planète et en plus, les animaux réchauffent la planète plus que les végétaux. Donc ces gens-là sont devenus audibles. Et donc, du coup, ils occupent les premières pages des journaux. Et c'est vrai qu'on s'est dit, oui, c'est vrai que manger de la viande le soir, c'est dur à digérer, il faut dormir derrière. Hein. Et puis alors, quand elle est bien arrosée, en plus, on se couche, on a des reflux, etc. Bon, voilà, on devient un peu plus raisonnable. Et un peu plus raisonnable, c'est ne pas faire d'excès. Vous savez, il n'y a pas d'aliment qui soit bon et d'aliment qui soit mauvais. C'est l'excès le problème. Parce que vous savez, par exemple, vous adorez les haricots verts. Si vous mangez que des haricots verts, vous allez tomber malade. Si vous mangez trop de viande, vous allez tomber malade. C'est pareil. Il faut manger un peu de tout, de la diversité, pas trop dans son assiette. Tiens, il y a une première chose à faire. Allez, rachetez des assiettes plus petites. Parce que quand on a des assiettes, comme maintenant les restaurants de plus en plus grandes, on sera obligé de les remplir et on mange trop. Alors, c'est quand même pas très difficile de se servir dans une assiette petite et de ne pas trop manger. Et surtout, de ne pas trop manger les aliments de fête. Ce n'est pas foie gras tous les jours. Alors, comment peut-on savoir que les légumes ont été transportés par bateau et par avion? Bon, c'est assez simple. C'est assez simple. Les fruits et les légumes qui sont un peu solides, qui durent, sont transportés par bateau. Bon, je veux dire, la banane, elle est cueillie verte, hein, elle est moins bonne. Cueillie verte et elle mûrit dans le bateau. Bon, en ce moment, le melon, ou même quelques fruits rouges, début mai, ils viennent du Maroc. Bon, ils ont traversé par bateau et ensuite par camion. Enfin, c'est pas gigantesque. C'est pas comme si c'était les fruits rouges à Noël, où là, il n'y a pas de mystère. Ils viennent forcément de l'hémisphère sud, donc ils viennent forcément en avion, parce que si c'était en bateau, ils seraient pourris. Et bon, alors ensuite, des trucs très frais, le haricot vert du Kenya,
Ben, le haricot du Kenya, lui, il arrive par avion, hein, forcément. Bon, j'ai cité les roses. Enfin, les roses, je trouve, c'est un vrai. Enfin, acheter des fleurs à la Saint-Valentin, c'est un vrai travail. Voilà. C'est pas normal d'acheter des fleurs qui soient produites à 10 000 km pour faire un symbole. Hein, et elles puent le kérosène, ces fleurs-là. Bon, donc, on peut savoir quand même à peu près la majeure partie de la nourriture, allez, vraiment la nourriture solide, heureusement, elle arrive par bateau et pas par avion. C'est la nourriture fragile qui arrive par avion. Alors, pensez-vous qu'une pâtisserie locale et de saison soit possible? J'ai l'impression que si ces concepts sont de plus en plus valorisés en cuisine, ça ne compte pas. Mais attendez, la base de la pâtisserie, il n'y a pas de saison. Les œufs, le lait, la farine de blé, il n'y a pas de problème. Bon, le beurre, voilà, le sucre, tout ça, il n'y a pas de saison. Bon, alors ce qui est de saison, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Mais un gâteau à base de lait, de beurre, de farine et de sucre, il n'y a pas de saison. Donc, il faut voir ensuite. Vouloir faire des tartes aux fraises au mois de février, non. Alors là, non. Enfin, il y a plein de gâteaux qui sont, si j'ose dire, un peu hors saison. Et d'ailleurs, vous savez qu'on va avoir un problème cet été parce que les fruits, contrairement aux légumes et surtout contrairement aux céréales, ça se récolte à la main. Les céréales, il n'y a pas de problème. Il suffit de 2 personnes, il n'y a aucun problème. Il y a une personne sur la moissonneuse-batteuse et une personne sur le tracteur, ils récoltent 300 tonnes de céréales. Donc, la récolte de blé n'est pas menacée. Même la récolte de pommes de terre n'est pas menacée. Mais le fruit, il doit se cueillir un par un. Et ça, c'est compliqué. Il y a 280 000 ouvriers agricoles qui ramassent nos fruits. Et c'est un travail très pénible et très mal payé. Très pénible et très mal payé. Et la terre est basse. Voilà. Moyennant quoi, 80% des gens qui ramassent nos fruits sont des immigrés. En ce moment, ils ne franchissent pas la frontière. On a le plus grand mal à ramasser les fruits. Et donc, il y a des fruits qui risquent de pourrir sur les arbres, faute de main-d'œuvre pour les ramasser. En ce moment, le poisson apprécie le Covid. Hein. Voilà. Les pêcheurs n'apprécient pas le Covid, mais le poisson apprécie le Covid. Les pêcheurs sortent beaucoup moins, les poissons un peu tirés de pied. Bon, il faudrait des années de Covid pour que la mer se repeuple. On est dans une histoire de cinglés. Allez, je ne veux pas me fâcher avec les pêcheurs, mais les pêcheurs ont 3000 ans de retard sur les éleveurs. Ah ben, ça fait 3000 ans que les éleveurs ont dit « Oh là là, qu'est-ce que ça me fatigue de courir derrière le sanglier, je vais élever des cochons. » Ah non, mais le pêcheur, il a dit « Mais non, moi j'aime bien courir derrière le poisson, ça fait prendre l'air. » Sauf que 3000 ans ont passé et que maintenant, on pêche le poisson avec des technologies de l'armée américaine. Vous savez, si on demandait à l'armée américaine d'aller chasser le sanglier en forêt de Fontainebleau, il y avait de lurette qu'il n'y en aurait pas. Ben, c'est à peu près pareil qui se passe dans la mer. On ramasse tout ce qu'il y a dans la mer et on ne laisse pas aux poissons le temps de se reproduire. Et donc, les poissons sont en voie de disparition pure et simple dans la mer. Et donc, il faut faire pour le poisson ce qu'on a fait pour les animaux terrestres. Si on veut manger du poisson, il faut l'élever. Voilà. Le problème, c'est que l'élevage, ce n'est pas notre truc. On a quand même 4500 km de côte en France. On ne peut pas avoir un espèce d'accord en disant il y a 4000 km pour les baigneurs dès que les plages seront rouvertes et 500 km pour l'élevage de poissons. Non mais, parce que dans d'autres pays, ça y est, ils ont compris ça. Mais nous, on n'a pas d'élevage de poissons. L'élevage de poissons, où est-ce qu'il se situe dans le monde? Ben, il se situe d'abord en Chine. La moitié du poisson élevé dans le monde est en Chine. Ensuite, un quart dans le sud-est asiatique. Puis ensuite, bon, en Europe, il y en a un peu en Grèce et un peu en Norvège. Bon, donc c'est pas mal d'élever du saumon. Sauf que si on élève un poisson carnivore, ah ben c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que le poisson carnivore, le saumon de l'Atlantique Nord, qu'est-ce qu'il mange au fait? Ben, il mange des sardines et des anchois. Pour pouvoir nourrir le saumon de l'Atlantique Nord, on achève les sardines et les anchois du Pacifique Sud. Quand on aura pris le dernier anchois en face du Chili, il n'y aura plus de saumon dans l'Atlantique Nord. Autrement dit, à terme, on va élever des poissons herbivores et non pas des poissons
carnivores. Alors vous allez dire, c'est pas très bon, la carpe, le tilapia, etc. Il faut savoir ce qu'on veut. N'empêche qu'il y a quand même une chose que les Français n'ont pas réalisée. Depuis plusieurs années, dans le monde, on consomme plus de tonnage de poissons d'élevage que de bœuf. Mais ce n'est pas en France que ça se passe. Bon, moi je dis, quand est-ce qu'on s'y met à faire des élevages de poissons en Bretagne ou en mer Méditerranée? Mais en tous les cas, le poisson carnivore intensif élevé, il n'est pas durable non plus, puisqu'on n'arrive pas à les faire manger des végétaux, ou très peu, et qu'il faut continuer à écluser la mer pour pouvoir le nourrir. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, les espèces se terminent. Vous savez qu'il y avait des règlements d'usine en Bretagne, il y a encore un siècle, où on précisait spécifiquement qu'il était interdit de donner du saumon plus de 3 fois par semaine à la cantine. À ce moment-là, le saumon était un produit d'une énorme banalité en Bretagne. Dernière question. Est-il réaliste de penser qu'on peut cultiver suffisamment pour nourrir 10 milliards d'habitants? Faut-il entamer une décroissance de la population? Non. Non. Alors, je n'ai pas eu le temps d'en parler. J'en parle quand même 2 minutes. On a fait le plus gros. Entre 1900 et aujourd'hui, la population mondiale est passée d'1,8 milliard à 7 milliards, presque 8. On a rajouté 6 milliards d'habitants en un peu plus d'un siècle. Et je vous signale qu'il y a autant de gens qui ont faim. Quand on était 1,8 milliard, il y avait à peu près 800 millions de gens qui ont faim et 1 milliard de gens qui mangent à peu près à leur faim. Et aujourd'hui, qu'on est 7,8 milliards, il y a à peu près 7 milliards de gens qui mangent à leur faim et 800 millions de gens qui ont faim. Autrement dit, l'agriculture moderne a réussi à nourrir quasiment 6 milliards de gens de plus sur les mêmes champs. Je dis bien sur les mêmes champs, parce qu'on a beau défricher comme des malades, on pollue, on érode, on bétonne autant. Autrement dit, la quantité de terre qui est semée en céréales n'augmente pas. Donc, vu comme ça, on a réussi à nourrir 6 milliards de gens de plus, il nous en reste 2 à 2,5. Ça n'est pas impossible. Le problème, c'est que cette agriculture, entre guillemets, dite moderne, qui a permis d'augmenter massivement les rendements. Par exemple, en France, sur le blé, on est passé de 25 quintaux à 75. On fait 3 fois plus de blé dans le même champ. Le problème, c'est que cette augmentation massive de la productivité, elle ne se produit que des années 50 aux années 90. Depuis les années 90, ça fait 30 ans qu'on est à 75 quintaux, 78, 72, 74, 73, etc. Autrement dit, les progrès gigantesques de l'agriculture que j'appelle tout chimie, tout pétrole, ils sont arrivés en 30 ans et ensuite, les inconvénients de cette agriculture ont rattrapé leurs avantages. Nos terres sont de moins en moins riches en biologie du sol, je veux dire, la biodiversité décroît, la fertilité décroît, nos techniques sont de plus en plus sensibles aux variations climatiques, or avec le problème climatique, c'est un problème. Nos pesticides sont de moins en moins actifs parce que les insectes et les mauvaises herbes commencent à être vaccinés contre nos pesticides. Et donc, les inconvénients de cette agriculture chimique ont commencé à rattraper ces avantages. Mais c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir arriver à faire de la vraie agriculture. Parce qu'il y en avait des barbus chevelus, des bio, allez, voilà, des écolos bio qui continuent à faire de la bio. Sauf que la bio, c'est 2 fois moins. La bio, c'est 35 quintaux de blé, c'est pas 75. Et puis c'est pareil, ça stagne depuis 20 ans. Donc, il faut absolument intensifier. Et c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir intensifier parce que cette agriculture dite moderne, c'est une agriculture d'ignare. En fait, on ne connaît rien au sol. On ne connaît rien à la nature. Est-ce que vous vous rendez compte que l'infiniment petit, on n'y connaît strictement rien? Dans un gramme de terre végétale, il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Vous en connaissez combien? Ah, mais les bactéries, c'est tout petit, mais il y en a énormément. On estime qu'il y a plus de 100 000 espèces de bactéries rien que dans nos champs en France. Si on pouvait extraire toutes les bactéries de nos champs pour pouvoir les peser, ça peserait 1200 fois le poids de l'humanité. Alors c'est tout petit, mais excusez du peu. Vu le nombre, ça doit servir à quelque chose.
Allez, un autre chiffre. Sous 1 m² de sol, on estime qu'il y a 230 millions d'êtres vivants. Vous en connaissez combien? Eh bien, c'est seulement maintenant où la science va enfin pouvoir faire connaissance avec cet infiniment petit qu'on va arrêter une agriculture qui est un peu absurde, qui consiste à dire, ça grouille de bestioles dans la terre, allez, je retourne tout, comme ça je ne vais pas être embêté. Ben, je retourne tout, je détruis toute la vie du sol. Et puis je mets plein de produits délétères, plein de produits chimiques pour ne pas être embêté. Ben, attendez, c'est très primitif. Il faut se rendre compte que les deux systèmes de production de matière végétale qui ont produit le plus, ils n'ont jamais vu un paysan. C'est la forêt vierge et la prairie naturelle. Ben, c'est toutes ces bestioles et toutes ces plantes qui s'aident entre elles. Et donc, nous allons aborder une nouvelle ère. Nous sommes vraiment, on pourrait dire, à l'an 1 de l'agriculture, où on va enfin faire connaissance avec ces bactéries, ces champignons, tous les vers de terre, etc. On va passer des accords avec la nature au lieu de s'en méfier et de lutter contre la nature. Notre agriculture, c'est une agriculture qui lutte contre la nature. Et aujourd'hui, on va passer à une agriculture qui passe des accords avec la nature. Et il y a déjà 2 accords internationaux que l'ONU devrait signer, un accord avec les abeilles, un accord avec les vers de terre. C'est vital, ça. Et donc, il y a d'immenses espoirs d'augmenter de nouveau la productivité, mais ça dépend comment. Dans un pays comme la France où la productivité est déjà très forte, on devrait pouvoir faire autant de production, mais avec beaucoup moins de produits chimiques. Et dans les pays tropicaux, où pour la plupart la productivité est encore faible, mais où les forces de la nature sont énormes, il y a vraiment des espoirs réels que si on connaît la nature, si on arrête d'être arrogant et qu'on écoute ce que le paysan dit, que son père a dit, que son grand-père a dit, que son arrière-grand-père a dit, et comprendre pourquoi dans ce champ il y a ça qui marche, parce que voilà les bactéries, les champignons et les cocktails qu'il y a, on va pouvoir doubler à tripler la productivité agricole en Afrique par des méthodes agroécologiques. Donc, l'agroécologie intensive, elle est capable de produire les 60 à 70% de nourriture de plus dont on a besoin dans le monde, elle est capable de tripler la production agricole en Afrique. Quand est-ce qu'on s'y met? Voilà. Et quand est-ce qu'on s'y met? C'est évidemment l'affaire des paysans, mais c'est aussi l'affaire des citoyens. Quelle politique agricole voulons-nous? Et c'est l'affaire des consommateurs, parce que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Excusez-moi, je suis encore trop long, mais c'est des problèmes qui sont passionnants, comme vous pouvez le voir. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, nourrirmanger.com et aussi en vidéo. Et puis, sur Twitter. Au revoir, bonsoir.